je voudrais dédier cette conférence à Nicole Claude Mathieu. Je ne vais pas faire un grand discours maintenant sur Nicole parce qu'on va la rencontrer dans le cours de cette conférence. Mais c'est vrai que je lui dois énormément et que ça a été pour moi très dur d'avoir à affronter son décès le 9 mars dernier. Alors ce genre de conférence où on doit faire un retour sur 40 années de travail, il me semble qu'on ne peut pas le faire sans revenir encore plus en arrière et dire d'où on vient pour essayer de comprendre pourquoi et comment on a travaillé certains thèmes. Donc je me sens obligée de vous raconter que je viens d'une famille juive convertie au catholicisme et dont les membres appartiennent quasiment tous à des nationalités différentes, ce qui m'a donné dès le début l'idée que les identités étaient quelque chose de très relatif. Mais c'était aussi une famille dans laquelle, ma fratrie, c'était 3 filles et 3 garçons. Et ma mère a toujours dit qu'elle préférait les garçons, que les filles c'était la lie de la population, que les garçons c'était très bien. Et ça se traduisait par le fait que, par exemple, à table, s'il y avait un reste de viande, c'était pour les garçons, pas pour les filles. Et par le fait que les garçons ont eu, quand ils ont fait des études, de l'argent de poche donné par les parents, parce qu'il fallait que leurs études se fassent bien, tandis que les filles, elles devaient gagner leur argent de poche parallèlement à leurs études. Ce qui, après coup, me fait penser que c'était plutôt une bonne chose, parce que ça apprend la vie bien mieux que si tout vous tombe tout cuit dans la bouche. Donc sur le plan des rapports de sexe, ma famille était assez traditionnelle, on va dire, mais toute bourgeoise qu'elle était, elle était quand même très ouverte sur certaines choses, et entre autres, elle était pour l'indépendance de l'Algérie, par exemple. Et je pense que cette ouverture-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses ultérieurement, et j'y reviendrai sans doute. Donc, comme Nicole vous l'a dit, j'ai fait Sciences Po, et en 1961, j'ai découvert, en 61 j'ai commencé Sciences Po, j'ai découvert que les conditions matérielles d'existence sont aussi importantes que l'art, parce que mon père était musicologue et pianiste, et avait fait ses études à Berlin, était complètement idéaliste et dans le romantisme allemand jusqu'à la moelle des os. Et donc, j'ai découvert que les conditions matérielles d'existence étaient aussi importantes et même parfois, autant que l'art qui, lui, était placé par mon père au-dessus de toutes les contingences. Donc, entre cette découverte et puis les manifestations et les luttes pour l'indépendance de l'Algérie, j'ai adhéré au PSU. Ce qui a fait bien rire mon entourage, qui trouvait que c'était gentil d'être dans un parti de gauche. Mais parallèlement, à cette époque-là, j'ai perdu la foi catholique qu'on avait essayé qu'on m'avait donnée, disons, et j'ai commencé à lire Marx. Et ça s'est très mal terminé, puisqu'en 1968, j'ai adhéré au Parti communiste français. Là, les amis et les parents ont été nettement moins attendris que quand j'avais adhéré au PSU. Et de 64 à 67, j'ai travaillé comme vacataire à la Fondation nationale des sciences politiques avec un sociologue qui s'appelait Yves Tavernier sur les paysans et la politique. Et j'ai lu à cette occasion l'ouvrage de De Baptiste qui s'appelait La Révolution silencieuse et qui m'a fait tomber des torrents de larmes
à cause de l'injustice que je voyais s'exercer à l'encontre des paysans propriétaires de petites exploitations familiales. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'injustice était quelque chose qui me motivait à faire à entreprendre des choses. Mais je ne savais pas, je ne l'ai compris que beaucoup plus tard, que c'était peut-être des résurgences de l'injustice que j'avais ressentie pour les filles de la famille par rapport à leurs frères. Donc j'ai fait des travaux sur la paysannerie allemande et française, et en 67, je suis entrée à Études rurales comme secrétaire de rédaction, et à plein temps, jusqu'en 72, où donc j'ai eu le droit de faire de la recherche à mi-temps. Ça allait avec les nouveaux statuts de l'école des études. Mais avoir le droit de faire de la recherche à mi-temps ne signifie pas que ce droit peut se concrétiser. Et donc je continuais à m'occuper d'études rurales à plein temps parce qu'il n'y avait pas tellement la possibilité pour la revue de faire autrement, mais je pouvais faire du terrain, c'est-à-dire que quand je rentrais du terrain, je retrouvais le double de travail à la revue. Mais heureusement, j'avais la santé, donc je n'ai mis que 7 ans à faire ma thèse, mais je l'ai faite, et donc elle a porté sur la violence, et essentiellement la violence intrafamiliale dans un village de Thessalie. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire une thèse sur la Grèce et sur la violence? C'est que avec la dictature en Grèce, 21 avril 67, le début de la dictature, des réfugiés étaient arrivés en France, dont un que j'ai épousé, mais que l'exil a rendu, disons, très malade, et il est devenu très violent. J'ai donc demandé le divorce, mais j'avais un petit garçon qui avait 2 ans et demi au moment de ce divorce, et que je ne voulais pas couper de ses racines grecques, parce qu'à la maison on parlait grec. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire du terrain sur la Grèce, pour comprendre aussi, et ne pas couper mon fils, ni de son père qui a pu retourner en Grèce après la fin de la dictature en 74, ni de tout ce qui, à mes yeux, parce que la langue ça va avec toutes sortes d'autres choses, le couper de ses premières racines. En 70, donc 2 ans avant ce divorce, il y a eu des réunions au Collège de France, parce que le laboratoire d'anthropologie sociale est logé au Collège de France, puisque Lévi-Strauss, qui en avait été le fondateur, était professeur au Collège de France. En 70, des femmes du Collège de France se réunissaient en groupe de femmes pour réfléchir à la situation dominée des femmes en France. Et je suis allée à 1 ou 2 réunions, et je n'ai pas du tout été convaincue par ce qu'elle disait, parce qu'elle disait par exemple que la grossesse était quelque chose d'épouvantable à vivre et qui vous déformait, et que les enfants étaient un esclavage. Et moi, j'étais complètement amoureuse de mon petit garçon. J'avais qu'une idée en sortant du labo, c'était de courir à la crèche le chercher. Et donc, je n'entendais pas du tout leur discours. Donc, je suis restée à côté de ces groupes féministes, enfin à côté, en dehors de ces groupes féministes des années 70. Et de toute façon, mon militantisme au Parti communiste, pour les Grecs en émigration qui militaient pour la fin de la dictature, au SNESUP, le syndicat de l'enseignement supérieur, me suffisait largement comme pour occuper mon temps en plus du travail à la revue, puis à ma thèse. Donc, j'ai fait cette thèse sans avoir eu de contact avec la pensée féministe, en somme.
Mais quand elle est sortie, un article de Michel Perrault dans Libération trouvait que c'était du bon travail, même du très bon travail. Et en fait, je pense qu'en l'écrivant, j'étais féministe sans le savoir. Mais d'autres le savaient. Par exemple, mon directeur de thèse, avec qui j'avais très peu travaillé parce que on s'entendait pas du tout, se répandait dans les couloirs de l'école des études en disant qu'il fallait pas aller à mon séminaire parce que j'étais une dangereuse féministe. Je devais pas être si dangereuse que ça parce que j'ai le souvenir d'avoir été invitée par France Culture à parler de ma thèse et la personne qui m'interrogeait, heureusement c'était pas en direct, voulait que j'élargisse la question aux femmes en général, à d'autres pays, etc. Et j'étais totalement incapable de lui répondre. Donc, bon, je n'arrivais donc à exprimer mon féminisme que à quelque chose que j'avais vécu ou que je connaissais bien, mais pas plus. Donc, j'avais un vécu de dominée, mais ça m'avait inconsciemment conduite à déclarer la domination masculine comme cause de la violence au village. Mais j'avais toujours pas de conscience féministe, je crois. Cela dit, je lisais quand même de temps en temps des articles de féministes et en 1985, j'ai été interrogée par une revue grecque qui s'appelait parce qu'elle a disparu, sur la question de la domination masculine et de son rapport avec la domination de classe. Et toute communiste que j'étais, moi, j'étais pas d'accord avec l'idée que quand les classes auraient disparu, la domination masculine disparaîtrait ipso facto. Je n'y croyais pas du tout, et je pensais que la place qu'occupent les femmes dans la production, et pas seulement dans la reproduction, était logiquement impossible que les classes disparaissent tant que subsisterait la domination masculine, puisque celle-ci permettrait toujours qu'il y ait du travail exploité des hommes, enfin des femmes par les hommes, recréant ipso facto la contradiction entre le capital et le travail. Donc cela ne signifiait pas que la disparition de la domination masculine allait entraîner celle des classes, mais structure de classe et domination masculine sont si intimement liées qu'on ne peut pas éliminer l'une sans l'autre, et que du coup, si on veut se battre contre l'une, il faut se battre aussi contre l'autre. Et qui dit se battre, dit militer. Et je reviens à la question de savoir pourquoi je n'ai pas milité dans les groupes de femmes. Et en fait, c'est parce que je me sentais un peu traître à la cause. Parce que j'ai toujours considéré les hommes comme victimes eux aussi de la domination masculine. Pas sur le plan social général, mais sur le plan psychologique. Et j'ai essayé de le démontrer dans ma thèse, dans un chapitre qui s'appelait « Le malheur des femmes fait-il le bonheur des hommes ?» Et il m'apparaissait que si les hommes dominent les femmes, pour autant, ils ne se dominent pas eux-mêmes. Et dans une paraphrase de Marx, j'écrivais qu'un sexe qui en a servi à un autre ne saurait être libre. Et voilà pourquoi j'ai été capable de dénoncer les injustices et les violences inhérentes à la domination masculine. Et d'ailleurs, dans ma vie privée ou professionnelle, j'ai souvent été conduite à rompre des relations parce que j'en pouvais plus de supporter l'inégalitarisme entre les hommes et les femmes. Mais je n'ai jamais pu rejeter en bloc toute la gent masculine. Et ce faisant, j'avais le sentiment de passer des compromis avec l'ennemi. Donc, ces compromis ont-ils un impact sur la capacité de théoriser avec justesse les rapports de domination? Je pense que non. Je pense même qu'ils donnent matière à réfléchir sur les chemins parfois suaves qu'emprunte la domination pour se perpétuer. Mais
pour pouvoir théoriser avec justesse, il faut prendre conscience de l'oppression. Et j'avais conscience de ce que les chercheuses féministes qui travaillaient exclusivement ou presque sur les rapports sociaux de sexe faisaient preuve d'un professionnalisme que moi je ne possédais pas. Et c'est en tout cas à certaines d'entre elles, et donc je pense à Nicole Claude Mathieu, à Paola Tabet ou à Eleni Varikas, que je dois d'avoir pu affermir certaines de mes positions, et je leur en suis vraiment reconnaissante. Alors, Nicole Claude d'abord. Dans ma thèse, je disais que, en m'appuyant sur les travaux de Gorer, qu'il existait des sociétés douces dans lesquelles il n'y avait pas de domination masculine et pas de violence. Et Nicole m'a ouvert les yeux en me disant que dans ces sociétés, les petites filles apprennent très tôt à porter des charges lourdes, l'eau, le bois, etc. Et pendant que les petits garçons ont tout loisir de jouer ou de faire autre chose. Bref, elle m'a montré que ce que je prenais pour une sorte d'idéal des rapports hommes-femmes ne l'était pas tant que ça, mais qu'il fallait savoir lire entre les lignes. J'ai eu aussi, à propos de ma thèse, maille à partir. Alors là, c'est avec Christine Delphi. Parce que je terminais ma thèse en essayant de montrer que au cours de l'évolution, et notamment au néolithique, quand l'agriculture s'est mise en place et qu'on a eu besoin de réserves et de se prémunir contre d'éventuels ennemis en faisant des silos et des choses comme ça, il allait falloir adapter la population aux ressources existantes et que pour ça, il fallait contrôler la fécondité des femmes. Et je disais que si toutes les femmes doivent être contrôlées, il reste que les hommes pour le faire. Et Christine m'avait dit mais quoi, les femmes sont pas capables de se contrôler elles-mêmes et de prendre en main cette... Moi, il m'était apparu que c'était une pensée du XXe siècle et peut-être pas adaptée au néolithique, mais ça m'avait quand même beaucoup affectée. Je m'étais dit, encore une fois, je suis incapable de comprendre que les femmes peuvent être puissantes et bref, j'étais pas une bonne féministe. Et j'ai eu aussi, à propos de cette phrase, une critique de Maurice Godelier me disant « Cette phrase est absurde, elle ne tient pas debout ». Mais il ne m'expliquait pas pourquoi. Donc, je voyais bien que ma phrase manquait d'arguments, mais lui, il n'en avait pas davantage à m'offrir. Et il a fallu bien des années après, quand j'ai lu « Quand céder n'est pas consentir », donc le grand article de Nicole Claude Mathieu sur la conscience dominée des femmes, pour comprendre que quand la conscience est dominée, elle ne récupère pas sans lutte, individuelle et collective, sa capacité de contrôle. Donc, pour les femmes du néolithique, je pense que la phrase de Christine Delphi était en avance, disons. Et autrement dit, si la conscience claire de la domination était déjà donnée, on se demande pourquoi existerait l'étape nécessaire de la prise de conscience, écrivait Nicole Claude. Et en fait, à partir de là, il m'a fallu lire les textes de Colette Guillaumin, ils étaient écrits depuis longtemps, mais je ne les avais pas lus, pour réfléchir à la réappropriation par les femmes elles-mêmes de leur existence objective de sujet social. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est la thèse d'Eleni Varikas sur la prise de conscience des femmes de la bourgeoisie grecque du XIXe siècle,
mais qui s'arrêtait à une prise de conscience sans devenir véritablement féministe. Et enfin, il m'a fallu lire, et je l'ai relu et relu, l'article de Paola Tabet sur la reproduction forcée. Ça s'appelle Fertilité naturelle, reproduction forcée, et c'est paru dans l'ouvrage collectif Le raisonnement des femmes, dirigé par Nicole Claude, pour avoir la confirmation, mais cette fois argumentée de multiples manières, qu'il y avait bien un contrôle de la reproduction de la vie qui passait par le domptage meurtrier des femmes pour en faire des corps outils de reproduction. C'est la phrase de Paola. Donc, j'étais rassurée à l'idée que la phrase de la fin de ma thèse n'était ni une démission ni un non-sens. Mais je n'étais pas pour autant satisfaite, car le panorama que fait Paola Tabet, il est fait à partir de situations existantes qu'on peut, sur lesquelles on a des données. Donc, sur le fait déjà établi dans les sociétés que la fécondité des femmes est contrôlée par les hommes, mais elle ne donne pas les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Et à peu près à la même époque était paru un important article de Testard, Alain Testard, qui montrait que la raison, à son avis, de la domination masculine était d'ordre symbolique. Et il liait ça au sang qui coule des femmes, sans qu'on puisse le contrôler. Et c'est d'ailleurs une partie de ces articles, enfin de ce travail de l'époque qu'il a repris récemment, juste avant sa mort, et qui est paru sous le titre La cuisinière et l'Amazone. Donc là, on avait une explication symbolique, mais je trouvais que c'était pas suffisant, parce que d'où venait cette représentation imaginaire et symbolique des hommes sur le corps des femmes qui leur permettait de les dominer. Donc, je me suis dit que pour creuser plus à fond, il faudrait s'adresser à la psychanalyse. Et c'est donc à la fin des années 80 que j'ai commencé à travailler avec des psychanalystes. C'était facilité par le fait que le ministère de la Santé avait mis en place des appels d'offres de recherche pour que les psychanalystes puissent travailler avec les sciences sociales, qu'il y ait un échange entre psychanalyse et sciences sociales. Donc j'ai créé un groupe mixte, anthropologie et sociologie et psychanalyse, et on a travaillé sur plusieurs thèmes, dont un sur l'adoption. Je vais peut-être pas entrer maintenant, parce que sinon j'aurais pas le temps de vous dire tout ce que j'ai encore à vous dire sur ce travail concernant l'adoption, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, parce qu'il n'est pas sans lien avec la question des fratries que j'ai pu observer dans le deuxième village où j'ai travaillé, qui s'appelle Arnéa et qui est en Chalcidique. Et pourquoi me suis-je mise à travailler sur Arnéa? C'est que je voulais pouvoir comparer deux villages où la coutume serait très très différente. À l'époque, je travaillais beaucoup sur la question des prestations matrimoniales. Colette Pio, qui est ici, a dirigé aussi un groupe de travail dans lequel on a abordé ces questions. Alors, plus Grèce et Balkans que Grèce et Méditerranée, mais où il y avait vraiment des champs à défricher sur tout ce qui était droit coutumier, coutume, droit de l'État,
dot, compensation matrimoniale, etc. Et donc, moi, je voulais comparer le premier village qui s'appelait Pourri, dans lequel les femmes étaient dotées, mais n'avaient aucun pouvoir sur leurs biens d'auto, pas même celui de les récupérer en cas de divorce. C'est vrai qu'on ne divorçait pas dans ce village-là. Il n'y a eu que 2 divorces après 1968 et les femmes n'ont pas réussi à récupérer leurs biens. Et où les femmes étaient traitées, mais vraiment comme des animaux de traite. Alors qu'à Arnéa, on était dans un système où les femmes n'étaient pas dotées du tout et n'héritaient pas. Seuls les hommes héritaient en indivis et les femmes avaient simplement leur trousseau. Mais le trousseau, il était fabriqué par elles-mêmes parce qu'elles étaient tisseuses et apprenaient très tôt à tisser. Or, il se trouve que à Arnéa, les femmes avaient énormément de pouvoir. Non pas le pouvoir politique qui était entre les mains des hommes, mais des pouvoirs sur toutes les décisions concernant les biens de la famille et les mariages et puis toutes les petites décisions quotidiennes. Et c'est les femmes, en fait, les belles-mères qui gardaient dans leurs mains les bourses du ménage, c'était des maisons patrie-virie locales. Donc les brus venaient habiter chez leur mari qui habitait chez son père. Mais il se trouve que les hommes n'étaient pas beaucoup là, parce que le village n'avait pas de bonnes terres agricoles, et les hommes allaient s'employer dans les mines à quelques centaines de kilomètres de là, d'où ils ne revenaient qu'une fois toutes les 3 semaines, et parfois seulement une fois tous les 3 mois pour quelques jours, ou bien ils étaient transporteurs muletiers et ils faisaient des kilomètres et des kilomètres loin du village pendant des jours et des jours, ou bien ils étaient métayers dans une région plus riche au nord-est d'Arnéa. Bref, les hommes n'étaient pas là. Et donc, c'était les femmes qui géraient tout. Mais cette gestion était facilitée aussi par le fait que les hommes avaient beaucoup de respect pour leur travail, parce que c'était les hommes qui vendaient les tissus, les tapis, tout ce que fabriquaient les femmes, c'était en grande partie les hommes, parce que les femmes aussi pouvaient vendre directement, mais pour pouvoir les vendre bien, il fallait qu'ils disent que c'était bien, que c'était beau, et donc à force de dire que le travail de leur femme était bien et beau, eh bien ils le croyaient, et ils avaient du respect pour elles. Grande différence avec les hommes de Pourri qui n'en avaient aucun pour leurs femmes, qui travaillaient pourtant 10 fois plus qu'eux. 10 fois j'exagère, mais beaucoup plus qu'eux. Et donc, ces travaux sur le droit, la superposition des droits, la coutume, etc., m'avaient fait comprendre que même quand le droit était égalitaire, il ne garantissait en rien l'égalité homme-femme, et que quand il était inégalitaire, il n'empêchait pas les femmes d'exercer d'importants pouvoirs si, par exemple, les hommes n'étaient pas là. Et en même temps que je travaillais sur ces questions de coutume, j'ai travaillé sur l'économie au sein du groupe de transition d'un mode de production à un autre avec Maurice Godelier. C'était un groupe international et dont la plupart des membres venaient de l'Europe du Sud. Donc j'ai pu tisser des liens importants avec des chercheurs espagnols, portugais et bien sûr grecs, ça existait déjà. Et je vous raconterai pas pourquoi, mais j'ai claqué la porte de ce groupe pour des raisons qui ont beaucoup à voir avec la domination masculine, mais dont je ne vous donnerai pas les détails aujourd'hui.
Alors, mon séminaire à l'EHESS portait sur ces questions de droit, d'économie, etc., à travers lesquelles affleurait toujours la question de la différence des sexes. Et il était suivi par un certain nombre d'étudiants que tracassait la question gay et du sida. C'était les années où le sida commençait à être, enfin, à faire des ravages. En France aussi. Il s'était pas arrêté à la frontière, lui. Et donc, en plus, en 86, un de ses étudiants, Rommel Madès-Leïté, qui est aujourd'hui maître de conférence à Lyon, avait créé une association para-universitaire qui s'appelait le GRÉ, Groupe de recherche et d'études sur les homosexualités, et la question du sida. Et ce groupe qui se réunissait une fois par mois, j'y ai assisté et appris beaucoup de choses. Parce que si je savais des choses sur les rapports entre les hommes et les femmes, je connaissais pratiquement rien à la question de l'homosexualité. Et puis, parallèlement, l'association des parents gays et lesbiens faisait appel à des ethnologues, des sociologues, pour travailler la question de la parentalité. Et j'ai fait partie avec Éric Fassin, Caroline Mécari, une avocate qui s'occupe de ces questions d'adoption aujourd'hui par les gays, etc., de groupes de travail avec ses parents gays et lesbiens. Ce qui m'a appris des choses. Moi, je n'ai pas travaillé directement sur ces questions-là, mais j'ai appris et encadré. J'ai encadré à partir de 91, parce que j'ai passé l'habilitation à diriger des recherches, des thèses et des équipes de recherche sur ces questions. Et monté une équipe de recherche au laboratoire qui s'appelait Altérité, Sexualité, Santé. Et le premier projet sorti de cette équipe portait sur la construction sociale des sexualités en Europe du Sud. Et puis après, on a travaillé sur les bisexualités en France, sur une approche anthropologique du sida. Bref, tout ça, ça me donnait plutôt du travail administratif, il faut dire, hein, quand vous dirigez des équipes de recherche et qu'il faut trouver l'argent, faire les rapports, etc. Bon. Donc c'était vraiment du travail de genre, mais pas ma recherche proprement dite, qui elle continuait en Grèce sur, après ce village d'Arnéa, où les femmes avaient quand même beaucoup de pouvoir, qu'elles ont commencé à perdre quand le tissage s'est perdu. Mais si vous voulez des détails là-dessus, je vous en donnerai, mais je vais avancer quand même là, parce que, oui. J'ai commencé à travailler sur les juifs de langue grecque. On est quand même toujours un peu rattrapé par ce qu'on est, par ses origines anciennes. Enfin, les miennes n'étaient pas grecques, mais j'étais intéressée par ces juifs de langue grecque qui étaient pas seulement la minorité juive de Grèce, mais la minorité de la minorité juive de Grèce. Parce que la Grèce, dans l'Empire ottoman, les Juifs d'Espagne et du Portugal ont été accueillis par Bajazet II et, disons, le plus grand nombre de Juifs vivant en Grèce étaient des descendants d'Espagnols et de Portugais. Et donc, personne n'avait jamais fait une étude sur ces Juifs de langue grecque. Alors, je me suis attelée à ça, mais je n'ai jamais obtenu de l'école des études de pouvoir faire une sorte d'année, enfin d'être dispensée de mon séminaire pendant un an pour pouvoir apprendre l'hébreu en Israël, parce que beaucoup de ces juifs avaient émigré en Israël
avant la guerre ou parce que certains d'entre eux qui étaient devenus albanais avaient émigré en masse en 91 en Israël. Donc je voulais travailler en Israël, mais pour ça je voulais apprendre l'hébreu. Et puis aussi pour les documents, parce que si on s'intéresse aux prestations matrimoniales, par exemple, pour pouvoir lire les contrats de mariage, mieux vaut savoir l'hébreu. Bon, j'ai jamais obtenu ça, donc j'ai fini par arrêter de travailler sur cette population-là. Mais ben, j'ai recommencé à faire de la recherche, mais cette fois-ci en France, parce que en 2002, la mairie de Paris a décidé de lancer une recherche sur la prostitution à Paris. 2002, c'est l'année où, en tant que ministre de l'Intérieur, Sarkozy préparait sa loi qui est passée en mars 2003, qui comportait, entre autres, un paragraphe sur l'interdiction du racolage public, qui devait passer d'une amende de 5e classe, jusque-là infligée aux femmes qui racolaient dans la rue, à un délit, donc une criminalisation du racolage. Et plusieurs villes, Bordeaux, Strasbourg, Orléans, avaient pris des arrêtés municipaux anti-prostitution. Et Bertrand Delanoë avait décidé, avant de prendre quelque mesure que ce soit, de faire une enquête sur la prostitution pour savoir comment ça se présentait dans Paris. Et en 2002, ça se présentait avec une petite minorité de femmes traditionnelles qui travaillaient rue Saint-Denis, rue Joubert, enfin dans les rues traditionnelles de la prostitution à Paris, ou en camionnette dans les bois de Vincennes et bois de Boulogne, mais dans la rue, un nombre croissant de jeunes femmes venues d'Afrique, des pays de l'Est, et plus tard, quand je dis plus tard, par rapport, par exemple, à 96, 97, qui sont les années où vraiment les étrangères sont arrivées en grand nombre, plus tard les Chinoises, à partir de 2000. Donc, pour faire cette enquête, ah oui, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais ça va être maintenant que je vais l'ajouter. Pour faire cette enquête, la mairie de Paris s'est adressée à Maryse Jaspard, qui a été la cheville ouvrière, on peut dire la directrice des travaux de l'enquête en VEF, donc l'enquête sur les violences envers les femmes. Et là, j'oublie de vous dire quelque chose qui est quand même important, c'est que en 95-97, il s'était monté à l'école des hautes études un groupe de travail sur la violence et les femmes, qui était composé essentiellement d'historiennes, mais aussi quelques sociologues, et qui m'avait invité en tant qu'anthropologue et parce que j'avais travaillé sur la violence. Et elle semblait ignorer, mais je les comprends, que j'avais écrit en 1995 un article dans Ligne, qui était à la suite d'un colloque qui s'était tenu à Cerisy, une décade, et qui s'intitulait « Violence et différence des sexes ». Et dans lequel je montrais que les femmes étaient tout aussi violentes que les hommes, mais pas de la même manière. Que certaines manières leur étaient inaccessibles, interdites, mais qu'elles étaient quand même tout à fait aussi violentes. Et que la violence pouvait se reporter sur elles-mêmes, mais aussi sur leurs inférieurs, les enfants, les autres femmes, et puis parfois dans des moments extrêmes sur les hommes aussi. À Pourri, par exemple, il y avait 3 femmes qui avaient assassiné leur mari.
Donc, j'avais écrit cet article et dans ce groupe de travail à l'EHESS, tout le monde voulait travailler sur les violences faites aux femmes. Mais c'était un peu parallèle donc à l'enquête en VEF. Enquête pour laquelle d'ailleurs Geneviève Fraisse, au moment où elle a été élue députée européenne, et elle était présidente du conseil scientifique de l'enquête en VEF, et elle m'a demandé de la remplacer. Donc j'étais aussi dans ce milieu de travail sur les violences et les femmes, mais là c'était vraiment envers les femmes. Et moi, ce que j'ai essayé de faire comprendre au groupe de travail de l'EHESS, c'était qu'il fallait travailler sur la violence des femmes. Qu'est-ce que tu dis? On nous traite déjà de sorcières, c'est pas possible, ça ne passera jamais. C'était un non majuscule. Et j'ai mis 1 an et demi à les décider à travailler sur... Moi, je revenais à la charge, hein, à les décider à travailler là-dessus, en disant que c'était pas la peine de se cacher derrière son petit doigt et que faire semblant que les femmes soient toujours douces, attentives à autrui, dans le care et uniquement dans le care, bref. Finalement, ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « De la violence et des femmes ». Et j'étais bien contente qu'il sorte, mais la fabrication, enfin la décision des articles qui allaient entrer dans ce livre a donné lieu à pas des actes de violence au sens physique du terme, mais à une violence intellectuelle, symbolique, tout ce que vous voulez, contre une des chercheuses, qui fait que j'ai quitté ce groupe en me disant que je n'y remettrai plus jamais les pieds. Comme quoi les femmes peuvent être violentes. Donc ça, c'est la fin des années 90. C'est le moment où je commence... non, à partir de 2002, donc la question de la prostitution, mais où je commence aussi à travailler avec Rosemary au master spécialisé genre politique et sexualité. C'est très bien de travailler dans les masters, ça vous permet de lire énormément de choses, d'en corriger beaucoup aussi, mais de les lire et ça ouvre l'esprit. Donc, 2002, la prostitution à Paris. Marie Jaspard refuse de faire le travail pour la mairie en disant que ces étudiants, qui étaient des étudiants de premier cycle, ne seraient pas en mesure d'affronter un terrain aussi difficile et dit « Vous devriez demander à Marie-Elisabeth Handman et à son équipe ». Donc j'ai vu arriver... 2 émissaires de l'Observatoire Femmes-Hommes de la mairie de Paris, et on s'est mis d'accord sur un cahier des charges dont il faut bien dire qu'il comprenait beaucoup de questions sur l'enfance des prostituées, est-ce qu'elles avaient été abusées, est-ce que leur père était alcoolique, enfin, tout le misérabilisme qui entoure l'idée qu'on se fait de la prostitution. Mais moi, je n'avais aucune idée sur la prostitution quand on a commencé ce travail. J'avais seulement entendu ma mère me dire dans mon enfance que pour être prostituée, il suffit d'écarter les jambes et d'être très bête. C'est à peu près tout ce que je connaissais de la prostitution. J'avais une vague idée que c'était un milieu assez glauque et peut-être que j'avais vu quand même 1 ou 2 films de Mireille Dumas. Plutôt gentil sur les clients de la prostitution, voilà. Mais c'est tout ce que j'en savais. Donc on peut dire que, bon, je n'avais pas de préjugés parce que j'étais habituée à ce que ce que disait maman en général, des femmes dans la société ou des filles, des garçons, de la sexualité et tout ça, je n'y adhérais pas du tout, ou disons plus du tout. Donc,
ce qu'elle m'avait dit sur les prostituées ne comptait pas dans ma tête. Mais j'avais quand même un peu d'appréhension de m'embarquer dans un milieu marginal et dont on pouvait supposer qu'il était peut-être violent. Donc, j'avais un groupe à ce moment-là de 8 personnes qui possédaient des langues étrangères différentes, ce qui a permis quand même de pas mal couvrir le monde des étrangères là-dedans. Et à la mairie de Paris, les crédits pour cette recherche étaient donnés en 3 tranches. Et pour chaque tranche, il fallait donner un rapport intermédiaire et être jugé par un petit comité. Et dans ce comité, il y avait 2 personnes qui étaient bien d'accord avec la position abolitionniste de la mairie, qui était Malka Markovic, la présidente du mouvement pour l'abolition de la prostitution et de la pornographie, et Judith Trincard, qui est un médecin qui avait fait une thèse sur la décorporalisation des prostituées et comme explication de leur non-accès aux soins, de leur refus d'accès aux soins. Bon. Alors moi j'ai lu la thèse de Madame Trincard et je me dis que les seules prostituées qu'elle a dû rencontrer pour faire sa thèse étaient des usagères de drogue. Parce que ce qu'elle décrit, c'est absolument le détachement par rapport à la réalité qu'on peut voir chez les usagères de drogue dure. Quant à Malka Markovic, elle a toujours dit que jamais elle n'interrogerait de prostituées, que c'était une question de principe, que la prostitution était un esclavage et que les prostituées qui disaient le contraire étaient aliénées. Donc, ces 2 dames étaient censées juger notre travail. Et la première fois qu'on les a rencontrées, Malka Markovic m'a dit « Vous êtes dans l'empathie ». Et j'ai dit eh « Oui, parce qu'on ne peut pas faire d'anthropologie si on n'est pas dans l'empathie ». Mais une fois qu'on a obtenu la confiance des gens avec qui on travaille, on peut prendre une distance par l'écriture, par les séminaires, bon. Mais les relations entre Markovic-Trincard d'une part et moi-même et Janine Monsieur-Lavaux qui participait aussi comme directrice, on était co-directrice de l'enquête, était telle que la mairie a décidé de ne plus demander à ces 2 dames de nous juger et elle a alloué gentiment les crédits jusqu'à la fin. Mais quand on a rendu notre rapport en 2004, la mairie n'a pas voulu le valider à cause d'un certain nombre de choses qu'on disait dedans qui ne leur plaisaient pas, comme par exemple le fait que l'enquête avait été rendue très difficile au début quand on disait qu'on travaillait pour la mairie de Paris, parce que c'était l'époque où Anne Hidalgo allait à la télévision dire que la prostitution était un esclavage, et où Christophe Carèche, qui était conseiller municipal et député, proposait déjà la pénalisation des clients, à l'instar de ce qui se faisait en Suède depuis 1999. Et donc, c'était pas vraiment une bonne entrée en matière auprès des prostituées que de dire qu'on faisait une enquête pour la mairie de Paris. Et donc, on a cessé de le dire, mais surtout, on les a accompagnés dans les manifestations qu'elles faisaient contre le projet de loi Sarkozy. Et là, la confiance s'est mise en place. Et une fois qu'on a rendu le rapport et qu'on a été
on a eu le droit d'en parler, parce qu'on avait une obligation de réserve jusqu'à ce que le rapport soit rendu. L'obligation de réserve étant levée, on a continué à travailler et publié un livre qui s'appelle La prostitution à Paris et qui rend compte de cette enquête. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que je me suis rendu compte que dans le mouvement féministe, parce qu'on ne peut pas dire que les femmes qui disent que la prostitution est un esclavage ne sont pas féministes, elles sont féministes aussi, mais dans un sens très différent du mien. Par exemple, moi, je ne peux pas comprendre, si on est féministe, qu'on se désolidarise d'une partie des femmes en disant qu'elles sont aliénées et qu'à ce titre, on ne peut pas les écouter et qu'il faut qu'elles fassent autre chose que ce qu'elles font. Donc, ça donne lieu à des choses très violentes aussi. Par exemple, j'ai le souvenir, mais je ne me rappelle pas la date et je n'ai pas eu le temps de la rechercher, d'une journée qui a eu lieu au CNRS, qui devait d'abord avoir lieu au CNRS, avec pour intitulé « La prostitution est-elle un travail comme un autre ?» et où Marie-Victoire Louis avait protesté auprès de la direction du CNRS en disant que c'était impossible que le CNRS, comme institution, invite des prostituées à parler de leur activité et que donc il fallait faire annuler cette journée. Bon, en lui donnant un autre titre, on a réussi à faire la journée en question. Et pendant que certaines prostituées parlaient à la tribune, des femmes féministes de longue date parlaient presque aussi fort qu'elles dans les rangs pour couvrir leur voix. Ça me paraissait d'une violence monstrueuse. Et bon, alors, peut-être, je ne sais pas, à l'heure qu'il est, il faudrait peut-être que je... Non, j'ai encore du temps. Parce que le résultat de l'enquête qu'on a faite, c'est qu'il y a effectivement des esclaves, mais les esclaves, c'est celles qui sont dans la main de mafia. Mais il y a des femmes libres. Alors, elles n'ont pas toujours été libres. En 1975, les femmes se sont beaucoup battues pour se débarrasser de leurs proxénètes, mais elles y sont parvenues. Et donc, entre les femmes libres qui choisissent de rester dans la prostitution, même si elles y sont entrées sans l'avoir choisi, d'autres l'ont choisi, et qui disent, nous, ce qui nous convient dans la prostitution, c'est qu'on n'a pas de patron sur le dos. On est libre de nos pratiques. On est libre du choix de nos clients. Et on est libre de nos tarifs. Alors là, pour ce qui est libre des tarifs, moi je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, il y a un marché et elles sont soumises à ce marché. Donc les différentes prestations sexuelles répondent au prix du marché et non pas à leur libre choix. Mais malgré tout, sauf pour les escortes, où ça se monnaie très différemment. Mais de toute façon, elles disent toutes préférer leur activité prostitutionnelle. Elles choisissent les heures et les jours où elles travaillent. Elles travaillent, mon Dieu, fort peu, beaucoup moins que nous, pour gagner leur vie pas plus mal que nous. Et donc, je voyais pas en quoi on pouvait dire que c'était un esclavage. Je pense en plus que chacun a droit à la sexualité qu'il veut. Certains veulent avoir des rapports sexuels uniquement avec des gens du même sexe, d'autres veulent en avoir souvent, d'autres veulent n'en avoir jamais. Mais je veux dire, ça c'est une question totalement personnelle. Et donc, les prostituées ne se plaignent pas, ou très peu, de la pénibilité du travail.
elles se plaignent du stigmate et de la violence de la police, du moins dans les années où on a enquêté, et du fait qu'elles ne peuvent pas être protégées par la police en cas d'agression. Et les agressions, ça existe. Mais elles disent, les agresseurs, c'est pas des clients, c'est des agresseurs. C'est comme un voleur dans une bijouterie. C'est pas un acheteur de collier, c'est un voleur. Bon. Et donc, voilà, à la fin de cette étude, on avait une vision d'une sorte de continuum entre des femmes très libres et contentes de leur activité, et des femmes complètement esclaves et soumises à la violence des mafias. Il était devenu, à mes yeux, impossible d'adhérer à une politique tellement anti-prostitution qu'au lieu d'être abolitionniste, elle devenait prohibitionniste. Et c'est ce qui se passe avec la loi sur la pénalisation des clients. Loi déposée en décembre 2013 et adoptée par l'Assemblée nationale avec un nombre très très réduit de députés présents dans l'hémicycle, mais enfin, adoptée quand même. Et qui doit maintenant passer au Sénat. Parce que la pénalisation des clients, ça signifie la clandestinité pour les prostituées. Donc, des risques sanitaires accrus. On a vu en Suède que la clandestinité à laquelle sont réduites les prostituées et les clients du fait de la pénalisation des clients entraîne une recrudescence des maladies et infections sexuellement transmissibles. Et surtout, ça fait venir les mafias. En Suède, par exemple, la mafia russe a remis la main sur la prostitution, non pas sur la terre, parce que là c'est difficile, mais sur terre. Les croisières organisées dans les fjords, etc., sont entre les mains des mafias avec des femmes esclaves dedans, donc ce qui n'existait pas auparavant. Et par exemple, la loi de 2003, en interdisant le racolage public sur les trottoirs de Paris, a envoyé les femmes loin du cœur des villes, dans les bois de Saint-Germain, Fontainebleau, Senart, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des jeunes de ces régions-là se partager le territoire et obliger les femmes à payer 300 € la journée, 800 € la semaine, si elles venaient régulièrement, pour pouvoir exercer leur activité dans les bois en question. Donc chaque fois qu'il y a prohibition, il y a création et tout l'ensemble, ça va plus, c'est plus le français. Enfin, ça fleurit, quoi. Les mafias, les proxénètes, les femmes, quand elles ont peur de la police ou peur des autres, parce que les agressions sont d'autant plus nombreuses que les hommes se croient tous les droits, puisque les femmes sont censées ne pas exercer cette activité. Les hommes sont pénalisés, mais les femmes ont peur. Et donc... si vous voulez, vous aurez la parole, mais attendez la fin de la conférence. Oui. Donc, comme elles ont peur, elles ont besoin d'être protégées, et du coup, elles ont quoi ? Des souteneurs. Donc, moi je pense que toute prohibition entraîne des méfaits très très graves. Et qu'en France, on a le tort de faire des amalgames entre traite et prostitution. C'est pas la même chose. Il y a une partie de la prostitution qui est le résultat de la traite, mais une autre qui ne l'est pas. Entre traite et passage pour franchir les frontières de Schengen, parce que les passeurs ne sont pas, ou pas nécessairement, des proxénètes.
ce qui se passe, c'est qu'une femme qui veut passer les frontières de Schengen, elle doit payer un premier passeur qui sera remboursé par un deuxième, qui sera remboursé par un troisième, et en fin de chaîne, elle doit tout rembourser. Mais le dernier passeur, il s'en fiche complètement de savoir comment elle va se débrouiller pour rembourser. Si elle veut faire des ménages, elle peut. Si elle veut se prostituer, elle peut aussi. Donc, la prostitution en bout de chaîne du passage n'a rien à voir avec le proxénétisme. Et donc, je pense que il faudrait avoir un tout petit peu plus être moins dans une seule vision radicale de la prostitution et laisser apparaître ce qui est le cas de beaucoup de ces femmes et hommes, le droit de faire de leur sexualité ce qu'elles veulent quand elles sont majeures et qu'elles ont affaire à d'autres personnes majeures. Voilà, des relations sexuelles tarifées, c'est des relations sexuelles comme on peut en avoir avec son mari. C'est souvent tarifé aussi avec le mari. Voilà. Donc, à la suite de ce travail, bon, j'ai continué à m'occuper des questions de prostitution. Et en fait, j'ai adhéré à 2 associations. L'une qui s'appelle l'ANA, ça veut dire avec nos aînés, et qui a été montée par une ancienne prostituée qui cherche à soulager les femmes de plus de 60 ans qui sont toujours sur le trottoir parce qu'elles n'ont pas de droits sociaux et que c'est leur seul moyen de vie et qui voudraient bien s'arrêter. Il y en a même qui s'arrêteraient volontiers à 55 ans, hein, parce qu'on peut considérer que c'est un travail pénible d'être toute la nuit debout sur des hauts talons, etc. Celles qui sont en camionnette, elles n'ont pas envie de s'arrêter, mais celles qui sont dans la rue. Et donc, obtenir des droits pour les prostituées fait partie du travail que je fais en liaison avec des associations militantes, mais je suis membre de l'ANA qui cherche donc à aider les prostituées âgées qui n'ont pas d'autres moyens de s'en sortir que de continuer à aller sur le trottoir, et une autre qui s'appelle Altaïr et qui reçoit essentiellement des transsexuels, mais aussi d'autres qui sont en demande d'aide à un moment donné, soit pour sortir, soit pour ne pas sortir de la prostitution, mais en tous les cas qui ont besoin à un moment donné d'une aide financière, médicale, psychologique, voilà. Donc, je pense que je ne suis pas prête de sortir de ces associations, compte tenu des tournants que prennent les autorités françaises en cette matière. Mais je pense qu'il faudrait aussi ne pas confondre abolitionnisme et prohibitionnisme. L'abolitionnisme, c'est abolir ce qui pèse sur la prostitution et faire en sorte aussi qu'à long terme, il n'y ait plus de prostitution. Mais ça ne veut pas dire l'interdire. D'ailleurs, la prostitution n'est pas illégale en France. C'est seulement les moyens de l'exercer qui sont... qui handicapent terriblement l'exercice de l'activité. Voilà, alors donc pour terminer, je dirais que j'ai mis beaucoup de temps à me sentir féministe, mais que dans mon féminisme des marges, on va dire, il y a des féministes avec qui je me sens en plein accord et d'autres pas du tout. Et que parmi celles avec qui je me sens en plein accord, et pour revenir à Nicole Claude Mathieu, je pense que son article identité de sexe, sexuel, sexué, catégorisation de sexe, est un des travaux les plus stimulants qu'on puisse lire quand on travaille sur ces questions de genre et de sexualité. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec les
son classement de telle ou telle société dans les catégories 1, 2 ou 3. Alors 1, c'est quand le sexe et le genre sont absolument conformes l'un à l'autre. C'est ce qu'on a dans nos sociétés. L'autre, c'est quand le genre prime le sexe. Et l'autre, c'est quand il y a enfin, c'est la queer theory. Et moi, je pense qu'elle classe dans le premier type des sociétés qui pourraient être classées dans le deuxième ou dans le troisième. Enfin, disons que peut-être on n'est pas totalement d'accord sur le classement de telle ou telle société, mais ce qui était important, c'était de démontrer les liens qui existent entre sexe et genre. Et ça, suivant les sociétés. Et ça, pour moi, ça a été une grande leçon. Et donc, je vais terminer en disant une fois de plus tout ce que je dois à Nicole Claude. Merci.